Bonjour et bienvenue sur le podcast Translucide, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice avec Gaëlle Gagné du site Tradupreneur, une plateforme d'information et de services qui aide les traductrices et traducteurs indépendants à créer, développer et gérer leur entreprise. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes qui entourent les métiers des langues. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise langagière ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous et avant toute chose, bonne année 2022. Je sais, nous sommes déjà le 26 janvier, date de sortie de cet épisode, mais mois de janvier oblige, les vœux sont encore de rigueur. Je vous souhaite donc la crème de la crème pour la suite de vos aventures, des projets pro et perso captivants, une énergie au top et une santé de fer. Petite parenthèse promotionnelle. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur Spotify, de préférence avec 5 étoiles, ce serait super. Vous pouvez aussi laisser une note ainsi qu'un commentaire sur Google Podcast. En faisant cela, vous apportez votre soutien à Translucide et permettez à d'autres personnes de découvrir plus facilement le podcast. Vous pouvez aussi soutenir Translucide sur Tipeee via une contribution unique ou mensuelle à partir d'€1 seulement. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le lien vers la page Tipeee dans les notes de l'épisode. Voilà, c'était la fin de la parenthèse. Poursuivons. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté, en fin d'année dernière, de la polémique entourant la qualité des sous-titres de la série Squid Game, diffusée par Netflix, et des communications qui s'ensuivirent, notamment l'article « Where have all the translators gone ?» mais où sont passés tous les traducteurs du Guardian, la lettre ouverte de l'American Translators Association, ATA, et la publication sous-titres désastreux des plateformes de streaming La Faute à qui, de l'Association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, ATA, mais cette fois-ci avec 2A à la fin. Si ces informations vous semblent totalement étrangères, vous pourrez retrouver tous les liens utiles directement dans les notes de l'épisode. Pour faire suite à ce tsunami d'informations dans le secteur de la traduction audiovisuelle, j'ai eu justement envie d'inviter, pour ce premier épisode de l'année, une traductrice de ce secteur dans le but de déconstruire les mythes et légendes entourant la diffusion en langues étrangères des films et séries, et de parler des conditions de travail des sous-titreurs, sous-titreuses, adaptatrices et adaptateurs. C'est donc avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui, sur Translucide, Anne-Claire Vaurin, traductrice et adaptatrice de l'audiovisuel, qui travaille de l'anglais et de l'espagnol vers le français. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Aurane. Comment vas-tu ? Très bien, je suis très contente de participer au podcast en ce début d'année. Eh ben moi aussi, et tout d'abord mes meilleurs vœux pour cette année 2022. Oui, merci, toi aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton parcours, comment tu es devenue traductrice, quelles études tu as pu faire, pourquoi tu t'es spécialisée en traduction audiovisuelle ? Oui, alors, mon parcours, c'est un intérêt pour les langues depuis assez jeune, depuis que j'ai commencé à les étudier, je dirais. J'avais pas la vocation d'être traductrice parce que c'est pas le genre de métier auquel on pense quand on a 12 ans. Moi, quand j'étais petite, je voulais être architecte. C'était un métier qui me fascinait. Et puis, en fait, au moment de choisir mes études post-bac, j'ai vite compris que ce serait trop compliqué pour moi parce que j'avais pas les ressources, les compétences nécessaires, ni les moyens d'ailleurs pour aller dans ces écoles-là. Donc je me suis dit, bon bah qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime les langues. Donc je suis partie en fac de langue.
Et de là, c'est développé mon intérêt progressivement pour la traduction. Donc pour étudier les langues, j'ai tout simplement commencé une licence LEA, donc qui veut dire langue étrangère appliquée, que j'ai faite à l'université de Poitiers. Et au cours de cette licence, je suis partie en séjour Erasmus en 3e année. Donc c'était à Barcelone, c'était génial. Et en fait, à Barcelone, j'étais en fac vraiment de traduction. D'ailleurs, c'était traduction et interprétation. Parce qu'il fallait choisir un cursus équivalent, en fait. On n'a jamais exactement les mêmes études à l'étranger. Donc en fait, là-bas, j'ai fait beaucoup plus de traduction et je me suis dit que ça me plaisait beaucoup. Donc en rentrant, je me suis dit, je vais réfléchir un petit peu parce que c'était pas non plus très clair pour moi la façon d'accéder à la traduction et ce que je voulais vraiment en faire. Et puis j'avais besoin d'une pause, je pense. Pendant cette pause, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un master en traduction, donc à la fac de Rennes, où on s'est d'ailleurs rencontrés. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aussi fait moi mon Erasmus à Barcelone. Et tu étais à quelle université? Alors moi, c'était ce qu'on appelle la Autonoma. Oui, la UAB, Oui, c'est ça. la Universitat Autónoma de Barcelona. Bah, j'étais pareil. On a dû se croiser. Ouais, en fait, je pense qu'on l'a faite à une année d'écart parce que, comme je te dis, déjà on n'a pas le même âge et puis moi j'ai fait une année de césure en fait, donc j'ai dû y aller quelques temps après toi sur tes pas. Ça doit être ça. Donc quand j'ai commencé le master de Rennes, donc qui est un master très général sur la traduction où on touche à plein de domaines. Pendant cette année-là, j'ai eu la chance de découvrir la traduction audiovisuelle, parce qu'on avait cette matière-là, je me souviens, avec différentes profs, une intervenante, je pense, et une enseignante. Et là, en fait, c'est plus à ce moment-là, je pense que j'ai eu le déclic, parce que je me suis dit, bah ça, j'adore, en fait. C'est ça que je veux faire, parce que là, je retrouve vraiment l'aspect créatif, je dirais, qui me plaisait déjà avant. Et pour moi, c'était beaucoup plus divertissant que la trad technique où je vais faire un peu un résumé, mais la trad technique, c'est beaucoup de manuels. On traduit beaucoup de choses à destination des entreprises qui sont intéressantes, mais voilà, qui moi me correspondaient un peu moins. Et donc à ce moment-là, je me suis dit bon je vais continuer, je vais essayer de trouver une spécialisation en audiovisuel. Donc oui, après, pendant mon master, je me suis spécialisée en audiovisuel au moment de la 2e année. Donc pour ça, je suis partie à Nice pour rejoindre le master 2, traduction, sous-titrage, doublage, donc master TSD. Et dans ce master-là, enfin dans cette formation, on pouvait faire qu'une langue. En tout cas, c'était conseillé de vraiment se spécialiser que dans une seule langue. Donc moi, je faisais uniquement de l'espagnol. Enfin, la plupart de mes matières étaient en espagnol. On avait toujours un peu d'anglais, mais voilà, c'était principalement cette langue-là. Et je dirais que cette année-là, moi, ça m'a vraiment passionnée. Ça m'a rassurée, ça m'a confirmé que je voulais vraiment faire ça et que ça me plaisait. Donc voilà, j'avais trouvé ma voie à ce moment-là. Et directement après ton master, tu t'es lancée justement en tant que traductrice sous-titreuse indépendante? Alors presque directement parce qu'à la fin de l'année, logiquement, on avait un stage obligatoire en entreprise. Moi, j'ai eu la chance d'en faire 2, qui étaient tous les 2 à Paris et qui se suivaient vraiment dans le temps, donc c'était parfait. J'ai pu enchaîner les 2. Et donc ces 2 entreprises-là, une fois que j'ai terminé mon stage, m'ont confié des projets pour démarrer, on va dire. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu mes premiers clients et que je me suis fait vraiment mes premières expériences. Ouais, c'est super, t'as pu directement avoir du travail dès que t'as terminé tes études en fait. Ouais, vraiment, ça s'est enchaîné. Et puis, en fait, lors de mon 2e stage, on m'avait déjà confié un projet d'adaptation. Donc, j'avais traduit un épisode d'une émission, donc qui était pendant mon stage. Et c'était rassurant déjà parce que j'avais pu avoir un retour assez détaillé. J'avais été en studio pour écouter l'enregistrement. Donc ça, je trouve que c'est aussi
hyper instructeur parce qu'on se rend compte du rendu de notre texte et on voit éventuellement les erreurs à corriger. Donc ouais, c'était vraiment deux très bons stages. Ouais, c'est hyper formateur. Mm. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de passer à notre partie thématique, qui est aujourd'hui la traduction de visuel. Alors ma première question, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le sous-titrage? Oui, alors, le sous-titrage, je pense que tout le monde en a déjà vu, mais ça peut être bien de développer certains points. Donc le sous-titrage, c'est une traduction à l'écrit qu'on rajoute sur l'image qui va donner accès au contenu du programme en français et qui permet tout simplement de comprendre ce qui est raconté. Les caractéristiques, c'est que en fait un sous-titrage, il faut le lire puisque c'est écrit et on a besoin que ça soit bien lisible, c'est-à-dire que n'y ait pas trop de texte et que les sous-titres soient bien placés aussi sur l'image, c'est-à-dire qu'on peut pas écrire n'importe comment, on peut pas. Le but c'est pas d'écrire ce qui est dit pile au moment où on l'entend, c'est vraiment de bien l'adapter sur l'image et de le faire apparaître d'une façon esthétique pour que ça soit agréable à l'œil et qu'on puisse un peu oublier en fait les sous-titres, qu'on les lise un peu sans s'en rendre compte. Oui, d'ailleurs, au niveau de la disposition des sous-titres, souvent, là on est un peu dans le côté technique, mais on essaye qu'il y ait une disposition en pyramidale, c'est-à-dire le sous-titre du haut plus court et le sous-titre du bas plus long. Et je crois que ça permet d'avoir une meilleure lecture, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. On essaye d'avoir cette structure-là et quand c'est pas possible, sinon de faire un espèce de rectangle, c'est-à-dire autant de texte sur la première ligne que la deuxième. Donc que ça soit vraiment harmonieux. Après, il faut prendre aussi en compte la phrase. On peut pas la couper n'importe où. On essaye, par exemple, s'il y a une virgule, de mettre la virgule à la fin de la première ligne. On peut pas mettre un sujet et le verbe sur un sujet sur la première ligne et le verbe sur la deuxième. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence dans le texte. Et tu parlais de lecture agréable. Est-ce que justement il y a une notion de vitesse de lecture, de temps de caractère à la seconde qu'un lecteur standard est capable de lire à l'écran? Alors oui, bien sûr, la norme en général, c'est de mettre 37 ou 38 caractères par ligne. Alors c'est pas très parlant dit comme ça, mais en gros c'est une ligne qui prend, je pense, pas plus d'un tiers de l'écran, ou peut-être la moitié. Et après, il faut en effet pas que le sous-titre soit trop court, enfin qu'il apparaisse sur un certain temps pour qu'on ait le temps de le lire. Donc la vitesse de lecture, nous on l'exprime en caractères par seconde, CPS pour les intimes. Mais voilà, ça c'est vraiment du jargon technique, mais en général on va être à 18 caractères par seconde, sachant que nous dans l'audiovisuel on parle en images quand on construit nos sous-titres, parce que toutes les vidéos n'ont pas le même standard, mais on va avoir en général 24 images par seconde. Parfois c'est un petit peu moins. Et donc un sous-titre il fait pas toujours. Le minimum c'est pas forcément une seconde, c'est plus 20 images par exemple. C'est rarement moins de 20 images. Et comment ça se passe quand, par exemple, dans un film ou une série, t'as beaucoup de changements de plan? Ton sous-titre, il peut rester sur plusieurs plans. Comment ça se passe? Alors on essaye au maximum de pas dépasser un plan, c'est-à-dire de laisser les sous-titres sur un plan et de pas dépasser sur celui d'après. Mais bien souvent c'est pas possible parce que comme tu l'as dit, il y a des plans qui sont courts. Et donc quand on est obligé de dépasser, on fait en sorte que le sous-titre il aille jusqu'à la fin du plan suivant. En fait, le but c'est vraiment de mettre les sous-titres, de les caler, en fait on appelle ça de les caler sur les plans, de les faire commencer au début d'un plan et de le faire finir à la fin d'un plan. Après il y a toujours des exceptions parce que il y a plein de configurations possibles, donc parfois on arrête au milieu, mais on essaye vraiment que ça soit harmonieux encore une fois et que ça soit naturel en fait. D'accord. Et on entend souvent dire que tel ou tel sous-titre n'est pas fidèle à ce qui est dit par la personne à l'écran. C'est souvent le retour des spectateurs et spectatrices, voilà, de films et séries sur des plateformes de streaming.
Et voilà que la qualité de ces sous-titres est considérée comme médiocre, je mets des guillemets. Si on met de côté les possibles erreurs de traduction qui peuvent arriver, est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où peuvent provenir en sous-titrage les différences entre oral et écrit ? Oui, bien sûr. Alors, pour ça, il y a une explication très simple, c'est que quand on écrit des sous-titres, on doit se soumettre, comme je disais, à la contrainte du temps de lecture. On ne peut pas réécrire tout ce qui est dit. Bien souvent, il y a un travail de reformulation. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en traduction de visuel, on est considéré comme des auteurs, c'est que vraiment, il y a un travail de réécriture. Et donc, parfois, on va reformuler une idée vraiment en essayant d'être fidèle au sens, mais on va la reformuler, ou parfois, ça va être pour répondre au contexte, justement pour retranscrire le contexte culturel. Si par exemple j'ai un personnage qui me parle d'une célébrité de son pays qui en France n'est pas du tout connue, ben plutôt que de donner ce nom-là et que les gens en rient pas, on va leur donner soit un équivalent en français ou on va un petit peu éviter la blague, mais on va la faire autrement en fait. Donc je dirais que oui, les éléments culturels, ça peut être une source de différence entre la VO et la VF. Oui, parce qu'il faut trouver, notamment dans le contexte de blague, quelque chose qui va fonctionner dans la langue d'arrivée. Parfois, il y a des jeux de mots qui font référence à certaines lettres et voilà, faut complètement réadapter ou trouver quelque chose de différent qui fonctionne. Ouais. Et j'étais aussi en train de penser, tu vois, par exemple, dans les sitcoms de type Big Bang Theory, où le débit de parole est très élevé. Dans le sous-titre, c'est aussi pas possible de mettre toutes les informations parce qu'il n'y a pas assez de temps, c'est ça, hein. Mais c'est ça, bien sûr, en fait, si on voulait vraiment être fidèle et qu'on mettait tout, ça deviendrait illisible, donc je pense qu'entre quelque chose d'illisible et quelque chose qui est un peu résumé, le choix est vite fait, en fait, parce que quand on regarde un programme, c'est pour le plaisir et il faut pas que ça devienne une contrainte, et de se rendre compte qu'on n'a pas le temps de lire. Une remarque aussi que j'aurais envie de faire, c'est que les personnes qui arrivent à entendre qu'il y a des différences entre la VO et le sous-titre, comme tu disais, il y en a qui peuvent se sentir frustrés, ils vont dire oui, mais c'est pas ça qui est dit. Sauf que, en fait, ils devraient plutôt voir ça comme une chance, c'est-à-dire qu'ils entendent qu'il y a quelque chose de différent et ils ont accès, en fait, au travail. Ça veut dire qu'ils se rendent compte des choix du traducteur. Et quand on atteint ce niveau-là, je trouve que c'est génial, en fait. Ça veut dire qu'on a une bonne oreille et qu'on a un certain niveau de langue, quoi. Et ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, après c'est mon avis, c'est que le sous-titrage, sa fonction première, c'est de pouvoir mettre à disposition une œuvre dans une langue étrangère à un public via le sous-titrage et que ce public, en principe, ne connaît rien de la langue originale de l'œuvre. Alors c'est sûr, on va plus connaître, plus être sensibilisé à l'anglais. Donc si des personnes, je pense de notre génération, vers la vingtaine, la trentaine, où on est pas mal sensibilisé à la culture américaine, on va pouvoir justement, en lisant les sous-titres, voir s'il peut y avoir des différences. Mais si, par exemple, on regarde un animé en japonais, on n'aura que le sous-titre pour nous raccrocher au sens. C'est ça, et là, on n'a pas le choix que de faire confiance à l'auteur. Et on est très content qu'il nous explique les choses avec nos mots, en fait. Et donc, j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu te présentes en tant que traductrice et adaptatrice de l'audiovisuel. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi la différence entre traduction et adaptation ? Oui, alors c'est une très bonne question, honnêtement, à laquelle j'ai pas de réponse parfaite. C'est une question aussi que je me posais depuis quelque temps. Et là, en préparant le podcast, j'ai dû un peu plus réfléchir et faire des mini-recherches, mais en fait, déjà, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, et c'est vraiment, c'est mon choix, moi, je pense que tous les traducteurs diraient pas ça, mais j'ai plutôt tendance à dire que je traduis quand j'écris des sous-titres, parce que comme on va avoir un résultat final écrit, ça fait plus,
enfin, pour moi, ça rappelle plus vraiment le travail de traduction. Et quand c'est un texte qui va être lu pour le doublage, par exemple, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une adaptation, parce que je pense que c'est là qu'on fait le plus de changements, disons, de mots et de termes, parce que pour le doublage, il y a aussi la contrainte visuelle des lèvres de la personne qui parle. Et forcément, en français, les mots vont pas forcément donner les mêmes mouvements de bouche. Donc là, on va vraiment beaucoup adapter. Donc moi, j'aurais tendance à faire cette association-là. Traduction pour le sous-titrage et adaptation pour le doublage. Après, je pense qu'en soi, les deux termes sont un peu synonymes et un peu interchangeables. Si je dis que j'ai traduit un épisode pour du voice-over, ça sera pas du tout choquant et on va me comprendre. Et ensuite, une autre constatation que j'ai faite il y a pas longtemps, c'est que j'ai lu une publication d'une collègue sur le groupe Facebook qui est dédié aux adaptateurs de l'audiovisuel. Elle parlait d'une proposition qu'elle avait reçue pour un projet qui donnait des tarifs donc pour du sous-titrage, pour de la traduction et pour de l'adaptation. Sachant que les tarifs les tarifs adaptation et traduction n'étaient pas les mêmes. Donc là, on a été plusieurs à se poser la question, c'est quoi la distinction entre les deux? Pourquoi c'est pas la même chose? Et en fait, ce qu'on a déduit, on n'a pas eu la réponse finale parce que cette personne n'a pas accepté le projet, il me semble. Mais la déduction, c'était que quand il parlait de traduction, c'était vraiment quelqu'un qui traduirait de A à Z en partant de la langue source. Et l'adaptation, ça aurait été une mise en forme d'un texte préexistant, par exemple, qui aurait été fait pour du voice-over, et de prendre ce texte-là pour en faire des sous-titres. Donc ça veut dire que là, il y aurait vraiment eu une adaptation, soit pour réduire la durée, ou soit pour reformuler avec les codes du sous-titrage. D'accord. Et quand tu parles de voice-over, c'est quoi exactement le voice-over? Parce que je suis pas sûre que tout le monde sache. Oui, alors le voice-over, c'est, je dirais, une forme de doublage. Ça veut dire que on enregistre, il y a un comédien qui va enregistrer une version française d'un programme étranger. Sauf que, contrairement au doublage, où comme je le disais, il y a un travail de synchronisme entre ce qui est dit et l'image, pour que ça paraisse vraiment dit par la personne. En voice-over, on va pas faire ce travail-là parce que le texte va être mis directement par-dessus la version originale, qu'on continue d'entendre d'ailleurs en fond, mais avec le volume vraiment très bas. Mais on sait que voilà, ça a été enregistré par-dessus et on a conscience que la personne dit autre chose, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de comprendre. Et souvent, ce format-là, il est utilisé pour les documentaires ou pour dans les journaux télévisés en général, il y a ça. Ça me fait penser aussi à certaines émissions américaines d'automobile. Oui, exactement. Exactement. Il y a beaucoup d'émissions de divertissement qui sont enregistrées en voice-over parce que je pense que il faut quand même qu'on captive le public, c'est-à-dire que je sais pas si c'est des programmes qui seraient beaucoup regardés s'ils étaient sous-titrés, mais on peut pas non plus consacrer beaucoup de moyens pour de façon à faire un doublage synchro, quoi. Donc ça veut dire que là, quand tu traduis pour du voice-over, c'est quoi tes contraintes? J'imagine qu'il y a la contrainte de temps, qu'il faut que ça fasse à peu près le même temps que l'original dans les phrases, la durée des phrases. Et il faut aussi que l'adaptation soit assez... passe bien à l'oral aussi, c'est ça? Oui, exactement. On fait attention aussi à la durée pour que, comme tu disais, le texte la durée d'une phrase soit à peu près aussi longue que celle de la VO. Il y a plusieurs écoles, il y a des studios qui vont nous demander de faire commencer la VF un petit peu après le début de la phrase en VO et la faire terminer un petit peu avant pour que vraiment on ait conscience, qu'on entende un petit peu la VO. Ça, c'est souvent fait dans les programmes plutôt documentaires. Souvent sur Arte, ils font ça. Il y a vraiment des gros écarts. On entend, je dirais, 4-5 secondes parfois de ce que dit la personne. Et après, dans tout ce qui est programme divertissement, je pense que c'est un peu moins le cas parce que c'est souvent des programmes où il y a un gros débit de parole.
Et on essaye, voilà, on a beaucoup de choses à faire dire aux comédiens, donc ça va commencer et terminer à peu près en même temps. On essaye aussi au maximum de respecter le rythme de la phrase. C'est-à-dire que si on a une phrase en arrière-plan qui parle vraiment comme ça, avec un rythme très lent, ben tu peux pas faire dire au comédien, tu peux pas lui faire dire le double ou le triple de mots. Faut vraiment essayer de respecter la prosodie. Donc ça s'apprend, hein, c'est un travail qui s'apprend bien, mais ouais, ça c'est les contraintes principales. Et quand justement tu fais un texte, tu traduis pour le voice-over, qu'on appelle aussi voix off, si je ne m'abuse, ou c'est la même, c'est exactement la même chose ou c'est différent, voix off et voice-over? Alors c'est pas la même chose parce que voice-over, en fait, si on le traduit, ça veut dire la voix par-dessus. Donc c'est une voix, bah comme je l'expliquais, c'est vraiment la voix qu'on entend par-dessus la VO. Alors que voix off, c'est on peut l'avoir en VO et en VF d'ailleurs, c'est la voix d'un personnage qu'on voit pas à l'écran, qui va parler. En général, c'est un narrateur. Oui, d'accord, ok. Bah, merci beaucoup pour la distinction, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que quand tu traduis pour faire du voice-over ou du doublage, est-ce que après t'as la possibilité d'aller en studio pour aiguiller les acteurs ou pour voir en fait ce que ça rend en enregistrement? Alors, moi, depuis que je suis à mon compte, je l'ai pas fait. Depuis mon stage, justement, où j'avais eu cette chance-là, je l'ai pas refait. Déjà parce que bah, récemment, avec les contraintes sanitaires, je pense que c'est vraiment limité. J'avais fait la demande récemment à un studio parce que j'avais envie de voir le rendu d'une traduction et on m'avait dit que non, c'était pas possible. Après, je pense que de manière générale, ça se fait très rarement, en tout cas pour le voice-over. C'est beaucoup plus pour le doublage parce que là, il y a un enjeu, je dirais, pour les films beaucoup plus important où, où effectivement, on peut avoir envie d'avoir le traducteur à côté peut-être pour être guidé, même si je pense que ça, c'est plus fait à la demande du traducteur. Alors, quel a été ton meilleur projet et ton pire projet? Et qu'est-ce que tu en as appris? Oui, alors j'ai deux très bons exemples. Je vais commencer par le pire, hein, parce que ça en aura le meilleur pour la fin. Le pire, c'était l'été dernier, assez récent du coup. J'ai un nouveau client qui est venu me contacter, que moi-même je n'avais jamais contacté, et qui m'a dit, voilà, on a un projet pour une interview espagnole à traduire pour le sous-titrage. Quel est votre tarif? Et là, je me suis dit, ok, si déjà on me demande mon tarif, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'on potentiellement on va s'aligner à ce que je demande. Et comme c'était urgent, ben j'ai compris aussi que ils allaient pas être trop difficiles, quoi. Donc j'ai donné mon tarif. J'étais super contente parce que c'était de l'espagnol et que j'en ai assez rarement. Mais en fait, il s'est avéré que c'était horrible parce que donc déjà j'ai dû le faire en une journée, je crois. C'était hyper long à faire et c'était vraiment l'urgence. Et en fait, c'était une interview. Je pense que le thème était intéressant, mais c'était vraiment n'importe quoi. C'était une interview qui avait eu aucun montage, je pense, où en fait on entendait quelqu'un parler et se reprendre, qui répétait 3 ou 4 fois les mêmes réponses. Enfin, ça avait aucun intérêt, quoi, du point de vue de la traduction. En plus, j'avais pas de script. Et en plus de ça, je pense que c'est vraiment le pire, c'est qu'on m'avait dit t'inquiète pas pour la traduction, pour le sous-titrage, tu le fais pas sur logiciel. En gros, on me demandait pas de créer les sous-titres directement sur l'image. On m'avait dit tu peux le faire sur Word. Hein? Comment c'est possible? Ben, je me suis posé la même question parce que j'avais jamais fait ça et je me suis dit mais si je le fais sur Word, j'aurais aucune idée de si c'est lisible, si ça respecte bien les plans, enfin. Et il m'a dit non mais fais juste le texte pas trop chargé, nous on s'occupera du reste. Donc je sais pas du tout comment ce fichier-là a terminé, mais moi en fait ça peut paraître plus simple de le faire sur Word, mais moi c'était pas du tout le cas parce que je suis pas du tout habituée à travailler comme ça.
Et, et du coup, c'était très déstabilisant. Et puis, je pense que le rendu a pas dû être terrible, quoi. Oui, t'as pas pu voir le rendu final pour te rendre compte. Non, je sais pas. Je connais le diffuseur final, mais j'ai pas été chercher, à vrai dire, pour voir où ils étaient. T'as pas voulu avoir peur. Ouais, non. Et puis, comme c'était pas un très bon projet, voilà, je pense qu'on s'investit un peu moins, donc là, j'ai pas vraiment cherché, quoi. Et ton meilleur projet? Alors, le meilleur, c'est un peu paradoxal aussi parce que pour le coup, celui-ci partait pas très bien dans le sens où c'était pas un bon tarif du tout. En fait, c'était au tout début de mon activité, j'allais dire carrière, mais on n'est peut-être pas à ce point-là. Où en fait, je me suis dit, ben moi, ma langue c'est vraiment l'espagnol, donc je vais chercher des nouveaux clients, et puis je m'intéresse aussi au festival. Donc, parce que pendant ma deuxième année de master, on avait adapté en groupe, on avait sous-titré un film qui était passé au festival de cinéma espagnol d'Ajaccio, qu'on est d'ailleurs allé voir, c'était génial. Et je me suis dit, j'aimerais vraiment renouveler ce genre d'expérience, donc j'ai contacté le festival de cinéma espagnol de Nantes, pour essayer pour savoir comment je pouvais traduire leur film. Et ils m'ont directement dirigée vers l'entreprise espagnole qui s'en occupait. Sauf que, malheureusement, l'idée des tarifs espagnols qu'on a s'est révélée juste parce que c'était des tarifs désastreux. Mais je me suis dit, je commence, je vais essayer, tant pis, je serai pas très bien payée cette fois-ci, mais peut-être que ça va m'aider pour la suite. Et en fait, je regrette pas du tout d'avoir fait ce projet-là parce que les films étaient géniaux. J'ai été mise en contact, je pense que c'était après le festival, mais j'ai été mise en contact avec le réalisateur. Et en fait, entre-temps aussi, je suis allée voir le film. Là, pour le coup, j'ai cherché à voir le résultat de mon travail. Et je suis allée au festival de cinéma espagnol à Nantes. Et c'était génial parce que j'ai vu mon travail, j'étais super fière. Et puis à la fin du film, il y avait... en fait, on pouvait rencontrer le réalisateur, il était là pour parler de son film. Il y avait comme un petit débat, question-réponse. Et donc, je pense notamment à deux films en fait qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et à chaque fois, je suis allée voir le réalisateur et il y en a un des deux qui était ravi de me voir. Il m'a dit ah mais c'est super, viens, on va au bar, on t'invite. Donc j'ai fini la soirée avec toute l'équipe. Et non, c'était vraiment une super expérience. Ah oui, c'est super, en plus de pouvoir échanger. On n'a pas souvent l'opportunité en tant que traducteur. Souvent, on est chez nous, derrière notre écran. Le fait de pouvoir voir toute l'équipe, c'est top. C'est ça, ouais, on dit souvent que c'est un métier isolé, traducteur, et c'est souvent vrai, mais là, pour le coup, ça contredisait tout ça, quoi. D'ailleurs, je rebondis par rapport au sentiment d'isolement. Si vous l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 5 de Translucide avec Dorine Parmentier qui parle de l'initiative Le Discord des traducteurs, qui est un serveur qui regroupe plein de traducteurs francophones et qui permet justement de pas se sentir seul, de pouvoir discuter, s'entraider, demander conseil. Donc c'est une super ressource. Tu parlais par rapport à ce projet de sous-titrage qui s'est terminé en beauté avec toute l'équipe, que les tarifs espagnols se sont révélés vrais et qu'ils étaient pas terribles. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes conditions de travail, comment tu exerces, et si ces conditions de travail te permettent de vivre décemment? Alors, oui, c'est une grosse question, et malheureusement, de plus en plus importante dans la profession. C'est un sujet assez inévitable, hein, les dégradations de conditions, dont on nous parle d'ailleurs dès la formation. Je me souviens que nos enseignants, notamment une intervenante qui était traductrice, qui nous avait vraiment mis en garde sur ça, que c'était un métier aujourd'hui
je dirais pas précaire, mais vraiment dangereux parce que il n'y a pas vraiment de limite. En fait, on peut être très bien payé comme très mal payé. Il y a des tarifs préconisés par le SNAC, qui est le syndicat national des auteurs et des compositeurs, qui prennent en compte le marché actuel, je pense aussi l'inflation. Et donc ces tarifs-là existent. Malheureusement, ils sont très peu souvent respectés. Il faut savoir qu'il y a un peu deux échelles. Il y a ce tarif préconisé officiel et il y a le tarif un peu réel. Moi, j'entends souvent ça sur notre groupe d'auteurs. Les tarifs qui vraiment sont fréquents dans la réalité et le tarif vraiment en dessous duquel il faut pas descendre. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner des chiffres avec ce tarif SMAC, le tarif réel et le tarif en dessous duquel il faut surtout pas aller? Alors, je vais donner l'exemple pour le voice-over parce que c'est les tarifs que je connais le mieux. Déjà, on est payé à la minute de programme. Donc si j'ai un film d'une heure, je vais avoir tel tarif fois 60 minutes. Alors qu'auparavant, on s'était payé au feuillet. Donc ça veut dire à la quantité de texte en fait, à chaque page à traduire, ce qui est beaucoup plus logique parce que en fonction du programme, on va pas avoir la même quantité de texte. Il y a des documentaires qui sont très lents, où ça parle très peu, et des émissions où on a à peine une demi-seconde de blanc pour respirer. Donc ça déjà c'est un point qui fausse la rémunération. Et donc les tarifs, je dirais que ça peut aller du simple au double. Enfin, pour vraiment être concrète, par exemple en voice-over, les tarifs, j'ai pas un tarif exact précis, hein, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense qu'en voice-over, on va être à 15 € la minute, alors que dans la réalité, si on a 11 ou 12, on est content, et 10, il faut vraiment pas aller en dessous. Moi, très honnêtement, la majorité de mes projets sont à 10 € la minute. Ok. Et ça veut dire que en une heure de travail, combien de minutes de voice-over tu peux traiter? Moi, j'ai fait le calcul pour faire en sorte que ce soit rentable. J'essaye de faire, dans l'idéal, j'essaye de faire 2 minutes par heure. Souvent, j'en fais un peu moins. Après, tout le monde n'a pas la même façon de travailler. Moi, je sais que je suis un peu lente. Enfin, j'aime bien prendre mon temps. Donc, ça peut aller de un peu moins d'une minute à 2 minutes ou plus. Oui, donc ça veut dire qu'en tarif brut, si tu fais 2 minutes par heure de voice-over, tu es à 20 € brut de l'heure. Donc si on enlève les charges, bah, il te reste quand même pas beaucoup. Donc d'où ma question, est-ce que tu arrives à en vivre décemment? Parce que j'imagine, à ce tarif-là, il faut faire beaucoup, beaucoup d'heures pour dégager un revenu. Et sachant que quand même, quand on est sous-titreur, adaptateur, on fait du voice-over, on a un master bien souvent dans cette spécialisation. Oui, exactement. C'est vraiment le gros problème. C'est que moi, si je prends vraiment que les revenus que je me fais de cette activité-là, je trouve que c'est pas des revenus décents. J'arrive à vivre très correctement parce que j'ai d'autres facteurs extérieurs qui me le permettent, mais je trouve que ces tarifs-là aujourd'hui sont pas en tout cas représentatifs des études qu'on a fait, comme tu le dis. Après, comme je disais, on a vraiment tout type de tarifs, donc je pense qu'en s'y mettant bien, en travaillant, en trouvant les bons clients et avec beaucoup d'expérience, on peut réussir à améliorer, à trouver des tarifs un peu meilleurs, mais je trouve que c'est pas normal quand même d'avoir des conditions aussi basses en commençant et qu'il y a un tel écart. Quelles seraient selon toi les conditions idéales pour exercer ton métier? Je le dis vraiment dans un monde utopique, tu peux y aller. Ça marche. Alors, il y a beaucoup de choses à changer. La base pour moi, ce serait d'avoir un tarif correct, de travailler dans des délais raisonnables, parce que souvent on a des projets urgents. Ou alors, si c'était des projets urgents, de voir le tarif à la hausse, parce que nous, ce tarif, comme je te disais à la minute, c'est un tarif unique. Et la plupart du temps, si c'est à faire pour demain ou après-demain, on prend pas en compte le fait qu'on va travailler le week-end, on prend pas en compte le fait de travailler le soir, les jours fériés, parfois la nuit. Enfin,
Ce serait un tarif vraiment qui soit représentatif de ça. Ensuite, avoir toutes les bonnes conditions, c'est-à-dire toujours avoir un bon script, parce que ça, c'est pas toujours le cas. Moi, quand je traduis une émission en anglais, je dois toujours avoir le texte de ce qui est dit dans la VO. Parce que parfois, pour x, y raison, on comprend pas ce qui est dit, parce que parfois il y a aussi des intervenants qui ont un très fort accent ou qui ont une langue étrangère. Ça arrive qu'on n'ait pas toujours de script. Et vraiment, dans mon monde idéal, je pense que les meilleures conditions, ce serait d'avoir une réglementation. C'est-à-dire qu'on puisse pas travailler à des tarifs qui nous rendent pas service. J'ai parlé des tarifs du snack, mais en fin de compte, si demain on propose un projet avec des tarifs 3 fois moins élevés, il n'y a rien qui m'empêche de les prendre. Alors que un salarié, n'importe quel salarié, il peut pas travailler en dessous du SMIC. Moi, c'est vraiment ça qui me manque dans ce métier, c'est d'avoir une réglementation où il y a des limites à pas franchir et que si elles sont franchies, il y a des sanctions parce que aujourd'hui, il y en a vraiment aucune. En tout cas, j'ai eu aucun retour d'expérience sur ça. C'est comme en traduction conventionnelle, ça va de vraiment 0 ou 0,00 avec beaucoup de zéros, et peut-être un 1 derrière, à des tarifs beaucoup plus élevés. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de réglementation, je dirais mondiale, parce que c'est un marché mondialisé. Et c'est vrai qu'il existe de tout, et puis après c'est à chacun d'essayer de faire son trou, de trouver les bons clients, les bons acteurs, d'être rémunéré à sa juste valeur. Et je voulais faire une petite parenthèse par rapport à ça, notamment dans l'article qui a été publié je crois en décembre dernier par l'ATA, donc l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, donc qui s'intitule Sous-titres désastreux des plateformes de streaming, la faute à qui. En fait, il est mentionné que quand un film est traduit dans une langue étrangère ou plusieurs, en fait, les revenus du film, 50% de ces revenus viennent de ces versions traduites. Donc ça génère beaucoup d'argent pour les gens qui produisent le film. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui rendent cela possible, c'est-à-dire les sous-titreurs, les sous-titreuses, les adaptateurs, ceux qui font du voice-over, le doublage, alors le budget alloué à la traduction, là on est à une échelle mais complètement démentielle, c'est pas du 20%, c'est pas du 10%, non, c'est du 0,01 à 0,1% du budget total de l'œuvre. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que ces personnes-là dont tu fais partie, vous créez une valeur énorme, vous permettez à des personnes d'avoir accès à une certaine culture, à des œuvres qu'ils ne pourraient pas regarder, vous permettez à des personnes de gagner beaucoup d'argent, et vous n'en gagnez vraiment pas beaucoup. Voilà, c'était mon petit coup de gueule pour que vous vous rendiez bien compte de la réalité du marché, et que même si tu demandais un tarif 5 fois plus élevé et que tu étais payé 50 € la minute de voice-over, ce serait un tarif complètement normal. Oui, c'est complètement vrai. Je te rejoins à 100% sur le coup de gueule que je partage. Parce que c'est des valeurs complètement disproportionnées, comme tu l'as dit. Nous, on a des miettes de pain, en fait. Et en fait, c'est fou, mais quand je lis les tarifs préconisés par le snack, bien souvent, je me dis, waouh, c'est extra, j'aimerais tellement avoir ces tarifs. Alors que non, c'est même pas des bons tarifs, c'est des tarifs normaux. Et on est rendu à un point où ça nous paraît être un luxe alors que ça l'est pas du tout. Alors il y a 2 autres points que j'aimerais aborder avec toi par rapport à l'univers de la traduction audiovisuelle. Le premier, c'est la langue pivot. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une langue pivot en sous-titrage ? Oui, bien sûr. Alors une langue pivot, c'est une langue intermédiaire qui va permettre la traduction de la langue source à la langue cible. Donc si j'ai un programme à traduire en espagnol, en français, ça arrive qu'on me donne le script en anglais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, moi, sur les films de cinéma espagnol du Festival de Nantes dont je t'ai parlé, c'est que j'avais un script en anglais. Alors que l'espagnol, c'est ma langue de travail,
que j'aurais été très contente de travailler avec un script espagnol. Et ça n'a pas été le cas. Mais du coup, tu t'es fié à quoi quand tu as fait le sous-titrage? Tu t'es fié à l'audio en espagnol ou tu t'es fié au script en anglais? Un peu des deux, je dirais, parce que l'espagnol, là, dans la grande partie, je comprenais. Quand j'avais un doute, effectivement, j'allais voir l'anglais, qui pouvait me confirmer ou pas ce que je pensais, mais en fait, ça me rajoutait quelque part une contrainte parce que, admettons, je pense que ça a dû arriver, si c'était un mot anglais que je connaissais pas, en fait, il avait fallu que j'aille le chercher encore et, enfin, ça rajoute vraiment des complications, je trouve, inutiles. Donc, c'est pas très logique. Et puis, je pense que c'est une simplicité de la part du studio qui préfère travailler comme ça parce que l'anglais pour eux leur permet de traduire vers plein de langues. C'est un peu la langue de référence, quoi. Oui, et puis aussi, c'est utiliser la langue pivot, notamment. Bon, là, en plus, c'est pas du tout logique de l'espagnol au français, qui est quand même une paire de langues assez commune, de passer par l'anglais. Mais souvent aussi, c'est très utilisé, notamment pour des langues plus rares, comme le japonais, le coréen, le chinois, de passer par l'anglais. Et aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est aussi pour des soucis, enfin, c'est pour des considérations financières. C'est-à-dire que ce sera moins cher pour un studio de faire sous-titrer une œuvre en fait qui aura déjà été sous-titrée en anglais et après de la faire sous-titrer vers toutes les autres langues, que ce soit le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien par exemple, si on reste en Europe, que de passer directement de la langue originale, qui peut être le japonais, ou de faire du japonais au français, du japonais à l'espagnol, du japonais à l'allemand, où il y a forcément beaucoup moins de ressources pour pouvoir le sous-titrer, et où ça coûte plus cher. Exactement. Comme tu le disais, la langue pivot au départ, c'est quelque chose qui doit faciliter les choses. Moi, j'ai déjà eu un court-métrage à traduire il me semble que c'était de l'hindi, mais j'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, c'était une langue de la région indienne. Et là, bien sûr que l'anglais est nécessaire parce que moi, je parle absolument pas cette langue. Donc, j'imagine que pour eux, c'était plus simple de faire comme ça que de trouver une personne dont la langue était le hindi, par exemple. Mais voilà, dans le cas où on est dans l'espagnol ou des langues beaucoup plus proches, comme tu l'as dit, c'est vraiment une facilité pour eux. C'est pas logique du tout, non. Non, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais dès que tu traduis, en fait, tu gagnes toujours quelque chose et tu en perds toujours quelque chose, que ce soit au niveau du sens, au niveau culturel. Il y a toujours une partie d'adaptation à la culture, à la manière de s'exprimer. Donc en fait, plus on va passer par des langues pivots, souvent c'est quand même une seule, hein, on va pas passer par 2-3 langues pivots, mais on va en fait à chaque fois s'éloigner de plus en plus de l'original. D'ailleurs, vous pouvez faire le test sur Google Translate. Vous pouvez écrire une phrase toute simple et essayer de la traduire en une langue, puis la retraduire dans une autre langue, et de revenir à votre langue d'origine. Et bien souvent, vous verrez qu'il peut y avoir des différences flagrantes. Et en fait, là, on voit bien le mécanisme de passer d'une langue pivot à une langue pivot, et qu'à chaque fois, on gagne et on perd quelque chose, mais on s'éloigne de plus en plus de l'original. C'est une très bonne idée, j'ai jamais fait ce test-là, mais je pense que c'est un exemple très parlant, ouais, pour se rendre compte. Et le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'est te demander ce que tu en penses de l'utilisation de la post-édition dans un contexte de traduction audiovisuelle. Et si d'abord tu pouvais expliquer ce que c'était que la post-édition. Oui, alors, gros sujet. La post-édition, en fait, c'est l'utilisation de la traduction automatique, même s'il y en a qui vont dire que c'est pas la même chose. C'est l'utilisation d'un logiciel, en tout cas, pour faire traduire un texte. Et la post-édition, c'est la correction qu'on va amener derrière cette traduction-là. C'est-à-dire que moi, au lieu de m'envoyer un texte en anglais que je devrais traduire en français, on m'envoie directement un texte français qui a été traduit par logiciel et que je devrais ensuite corriger et adapter pour le sous-titrage, par exemple. Donc le gros intérêt de ça, c'est un gain de coût, enfin une économie d'argent.
parce que la traduction automatique coûte bien moins cher et que l'auteur est censé passer beaucoup moins de temps à corriger un texte qu'à l'écrire directement, et donc on va le payer moins cher. Et est-ce que dans la réalité, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu passes beaucoup moins de temps ou ça peut parfois être des temps similaires vu le nombre de corrections à réaliser? Alors, au final, moi je dirais qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a un gain de temps, mais qui est pas si énorme que ça. J'ai malheureusement fait l'expérience de la post-édition. Je regrette beaucoup aujourd'hui. Je sais que je n'en referai plus jamais. Mais j'avais déjà un avis négatif sur ça, mais on m'a quand même proposé un projet qui me paraissait bien au niveau du rapport, j'ai envie de dire, revenu temps passé. Donc je me suis dit, je tente. Et en fait, mais ça a confirmé toutes les pensées que j'avais sur ça, c'est que en fait, on passe beaucoup de temps, même si effectivement la qualité du texte est pas si désastreuse, enfin beaucoup moins qu'il y a quelques années, je pense, si on avait utilisé Google Translate. Il y a quand même beaucoup de choses à réécrire, il y a beaucoup de choses qui correspondent pas aux critères de sous-titrage, donc on y passe vraiment beaucoup de temps. Et au final, pour le tarif qui nous est appliqué, c'est vraiment pas rentable. Et puis, moi, je trouve que c'est pas cohérent d'utiliser la traduction automatique dans n'importe quel domaine, mais surtout en audiovisuel, parce que il faut aussi prendre en compte comme je disais, les contraintes et puis le visuel. Il y a des choses parfois qu'il faut voir à l'écran et que la machine ne voit pas. Et ce qui fait aussi, je pense, la beauté de notre métier, c'est que chaque auteur va avoir un style différent. Moi, je vais pas adapter comme Pierre, Paul ou Jacques. Et en fait, on perd ça. C'est-à-dire que moi, même si je corrige un texte déjà fait, je vais le refaire un peu à ma façon, mais je vais être vraiment... je vais être biaisée dès le départ, en fait. Donc, c'est pas vraiment mon œuvre. Et d'ailleurs, ça crée un problème, justement. C'est que on peut pas être rémunéré en droit d'auteur quand on fait de la post-édition, contrairement aux adaptations qu'on fait nous-mêmes qui génèrent, en plus des tarifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui génèrent des droits d'auteur, comme pour des morceaux de musique par exemple, si un programme est beaucoup diffusé, on va avoir plus de revenus. Et la post-édition ne rentre pas dans cette case-là, donc c'est aussi une perte de revenus pour nous. Donc c'est double peine. Ouais. T'es moins bien payé, tu gagnes moins bien, tu es pas rémunéré en droit d'auteur. C'est ça, c'est double peine. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, perdant. Enfin, les studios qui utilisent cette technique-là sont aussi perdants parce que, déjà, je trouve que ça dégrade leur image. Souvent, la qualité va pas être là, ou en tout cas, va pas être la même. Et moi, je sais que le projet que j'ai rendu récemment, il était bien parce que j'y ai passé du temps et que j'ai été vraiment très, voire trop consciencieuse, mais si j'avais passé le temps qu'on m'avait dit de passer sur ça, j'aurais vraiment rendu un torchon. Donc c'est vraiment pas rendre service au programme que de faire ça. Oui, en fait, la qualité repose sur la conscience professionnelle de la personne qui accepte, mais cette personne, en fait, se met en danger aussi financière à accepter ce type de projet. Exactement. Donc je le rappelle, je ne referai plus jamais de projet comme ça. Et je déconseille fortement à toutes les personnes qui écouteront ce podcast, tous les traducteurs, d'accepter de faire de la post-édition. Ça marche en tout cas en contexte audiovisuel. Oui. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de cet épisode, qui est la rubrique des 3 traductions. Alors, première question, quelle ressource ou quel outil numéro 1 conseillerais-tu à une tradupreneuse ou un tradupreneur ? Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de parler d'un outil que j'ai découvert récemment. C'est une application qui s'appelle Forest, comme la forêt tout simplement, qui sert à améliorer son attention quand on travaille. Parce que aujourd'hui, tout le monde le sait, on a 1001 distractions, que ce soit sur internet ou via son ordinateur ou via le téléphone. Et quand on travaille sur ordinateur et qu'en plus on est chez soi, où on n'a pas vraiment on est soi-même son propre cadre, il faut avoir une certaine rigueur. Et moi, j'avais envie en fait de travailler, de mieux me concentrer quand je travaillais.
Et donc l'application Forest, elle va en gros couper l'accès, enfin elle va pas couper l'accès, mais elle va nous dissuader d'utiliser notre portable. Donc on lance un chronomètre. Et pendant ce chronomètre-là, on a un petit arbre virtuel qui pousse. C'est très mignon, c'est une petite feuille au départ, à la fin d'un sapin. Moi, j'ai pas tout utilisé, mais je sais qu'on peut acheter des plantes pour faire pousser tout un tas de plantes différentes. Enfin, c'est très ludique. Et si jamais on arrête le chronomètre ou que... Enfin, si on arrête le chronomètre, qu'on décide soi-même de l'arrêter, ça nous dit « Ok, vous avez gagné tant d'heures ». Et si je décide que finalement j'ai envie d'aller sur WhatsApp ou voir je ne sais quoi et qu'on va sur une autre appli, et ben notre arbre meurt. Oh, donc c'est visuellement, tu vois, oh t'as fauté, t'as pas réussi à rester concentré le temps que t'avais dit. Mais c'est génial. C'est ça, c'est vraiment ludique. Et puis en fait, c'est inconscient, mais moi je pense que plus que le résultat d'avoir des arbres, c'est que si je vais sur mon téléphone et que je vois l'appli ouverte, je me rappelle, en fait, je me dis, ok, là, tu t'es dit qu'il fallait rester concentré, donc tu le fais pas, et c'est vraiment, ça marche, c'est pas mal. Eh ben écoute, je connaissais de nom l'application, je crois que je l'ai utilisée une fois, mais je réessayerai peut-être pour avoir une belle forêt bien fournie en arbres, tous vivants. C'est ça, voilà, moi j'ai ouvert une production, une culture de sapin. Bon, ça aurait été bien pour Noël, là c'est un peu trop tard. Mais... Alors, deuxième question. Quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale ? Alors, sans hésiter, je dirais, Anne-Claire, détends-toi, aie confiance parce que ça va venir en fait, prends ton temps. Moi, quand j'ai commencé, je me sentais complètement... pas forcément perdue, mais noyée sous tout un tas d'informations et de choses à faire. Et j'avais l'impression tout le temps de pas aller assez vite, de pas comprendre, de pas faire les choses comme il fallait, alors qu'en fait, c'est complètement normal. Avec le recul, je me dis, bah oui, il y a des choses au début qu'on peut ne pas... Enfin, il y a forcément des choses qu'on ne sait pas dès le début, et même encore aujourd'hui, moi, c'est un métier où j'apprends tous les jours. Je parle surtout du côté administratif, parce que on a beaucoup de choses à maîtriser quand on est à son compte. Je pense que c'est le cas pour tous les traducteurs de toute façon, mais c'est vrai qu'avec la question, comme je te disais, des droits d'auteur, où il faut s'enregistrer auprès de la SCAM, de la SACEM par exemple, ça rajoute des questions, il y a aussi les impôts, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, et j'aurais envie de me dire, mais t'inquiète pas, ça va venir, et quand je vois que des anciens du métier sont toujours parfois en train de se poser des questions ou un peu perdus parce que les choses évoluent, les systèmes évoluent, donc c'est complètement normal parfois d'être paumé et ça vient avec le temps, quoi. Oui, c'est ça, je pense que l'important c'est d'essayer de trouver les informations, voilà, d'aller à la pêche aux infos, de demander aux personnes que tu connais dans le milieu des infos pour être moins perdu. Ouais, c'est très important. Bon, déjà, on peut apprendre beaucoup en se documentant, mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace parfois le contact humain. Et moi, je sais que sans le groupe Facebook qu'on a entre adaptateurs, je pense que j'en serais pas à un tiers de là où j'en suis aujourd'hui parce que ça m'a appris énormément, parce que quand on a le moindre doute, ben, y a quelqu'un qui va nous dire oui, c'est ça, c'est bon, t'as bien compris. On a aussi d'ailleurs un Discord. Je pensais à ça tout à l'heure quand t'as parlé du Discord de Dorine. Il y a aussi un Discord pour les membres de l'ATA. Ah, super! Qui regorge d'informations, c'est génial, que ce soit sur les points administratifs ou sur les différentes entreprises, les tarifs. Voilà, et puis si on consacre le temps qu'il faut à toutes ces questions épineuses fiscales, etc., on finit par y arriver, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Faut y aller tranquillement, souffler un bon coup et tout se passe bien. C'est ça. Et d'ailleurs, je me rappelle que pendant le tout premier confinement, j'avais vraiment profité de cette période de pause pour me plonger à fond là-dedans et ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, je dirais aux jeunes qui démarrent dans la profession de vraiment consacrer un temps défini, parce que si on se dit ok, je le ferai demain, je le ferai après-demain, on le fait jamais. Et c'est vraiment de se dire ok, là je vais consacrer telle semaine, on prend, en fait faut prendre point par point. Cette semaine je vais m'intéresser à cette question-là.
Et voilà, ça prend du temps, mais c'est pas grave, faut faire ça et après c'est fait, quoi. Exactement. Alors on va passer à la dernière et troisième traduction, qui est: si tu avais une baguette magique, quel cliché concernant la traduction audiovisuelle souhaiterais-tu voir supprimé? Est-ce que j'ai le droit d'en donner 2? Allez, vas-y. Le premier, c'est vraiment le plus récurrent, même si je pense que c'est aussi normal, c'est qu'on arrête de confondre les adaptateurs avec les comédiens. Parce que moi, quand je dis je suis traductrice de l'audiovisuel, je traduis des programmes qui vont être diffusés à la télé. Ah, donc tu fais les voix? Non, je ne fais pas les voix. C'est un amalgame qui est très souvent fait. Je pense que quelque part, c'est normal parce que nous, on est un métier dans l'ombre. C'est vraiment pas quelque chose de connu, à moins d'être dans le secteur. Et les gens, eux, connaissent, entendent les voix du doublage qui sont beaucoup plus mises en lumière. Mais ces personnes-là s'appellent les comédiens. C'est un tout autre métier. Moi, je serais incapable d'enregistrer ce que j'écris. Donc, ne plus confondre les adaptateurs et les comédiens. Oui, et d'ailleurs, c'est la même chose moi je dis que je suis traductrice, souvent on me prend pour une interprète. Ouais. C'est pas la même chose, voilà, la traduction c'est l'écrit, comme tu l'as dit, plutôt métier de l'ombre, d'où aussi le fait que le podcast Translucide existe pour qu'on puisse mieux voir ces métiers. Ouais. Et interprète, c'est à l'oral. C'est ça. En fait, c'est des métiers un peu cousins, donc on a tendance à les confondre. Le deuxième cliché que j'aurais envie de supprimer, c'est de pas penser que ce métier est un métier de prestige dans tous les cas, parce que encore plus aujourd'hui, on commence souvent dans des conditions pas très simples. Déjà pour la question des tarifs, comme je l'ai évoqué, mais aussi parce que quand on commence, il faut pas se dire qu'on va traduire des films dès le début. On commence par des petits programmes de divertissement qui passent sur des chaînes câblées, qui vont passer parfois en pleine nuit. Enfin, c'est pas un métier qui est aussi glorieux entre guillemets qui laisse paraître. Oui, il y a des personnes qui traduisent pour le cinéma et qui ont vraiment beaucoup de mérite, j'allais dire beaucoup de chance, mais c'est aussi du travail. Mais bien souvent, on commence par des choses, un peu moins glamour et on va traduire. Je sais qu'il y a des personnes qui traduisent des téléréalités, d'autres qui vont faire des telenovelas en espagnol où pendant 3 épisodes il se passe la même chose. Donc loin de moi l'idée de juger les gens qui regardent ça, mais d'un point de vue langagier, c'est pas très intéressant, quoi. Oui, c'est moins stimulant et peut-être moins de défis au départ. Exactement. Écoute, merci beaucoup Anne-Claire d'avoir répondu à ces 3 traductions. Et avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre? Alors oui, on peut déjà tout simplement me joindre par mail. On peut me joindre sur LinkedIn, comme tu l'as fait, et on peut aussi me trouver sur l'annuaire de l'ATA, donc qui est l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, qui recense donc les adhérents et sur lequel on peut mettre nos domaines de travail, nos langues et un peu plus d'informations. C'est comme un mini CV. Donc voilà, si jamais quelqu'un a un projet à me confier, il peut aussi me trouver sur l'annuaire. Ça marche, c'est bien noté. En tout cas, toutes tes coordonnées et aussi toutes les informations, les ressources qu'on a pu aborder pendant l'épisode seront dans les notes et la description de l'épisode, donc vous pourrez facilement les retrouver. Un grand merci Anne-Claire d'avoir partagé ce premier épisode de l'année 2022 avec moi. J'étais vraiment ravie. Écoute, un grand merci à toi. Je suis vraiment ravie de cette expérience et ravie d'avoir pu partager quelques informations du métier et peut-être avoir donné envie à certaines personnes de s'y intéresser de plus près. Et surtout, ce que j'espère avec cet épisode, c'est rassurer les personnes débutantes du métier, même si je me considère encore débutante, et leur montrer que c'est possible, même s'il y a pas mal d'embûches sur le chemin. C'est ça, garder foi en l'avenir et être optimiste finalement. C'est ça, exactement. C'est un beau début d'année, je trouve, pour parler d'optimisme.
Exactement. Bah écoute Anne-Claire, je vais te souhaiter bonne continuation dans tous tes projets et puis à la prochaine. Merci, salut Laurent. Salut. Cet épisode touche désormais à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis de découvrir plus en détail le secteur de la traduction audiovisuelle et de mieux comprendre un certain nombre de ses concepts. Sous-titrage, doublage, voice-over, traduction, adaptation, langue pivot et post-édition, et que le parcours d'Anne-Claire vous aura inspiré pour vos prochaines aventures tradupreneuriales. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note accompagnée d'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cette petite action individuelle permet de booster la visibilité du programme et de le faire découvrir à plus de monde. Si vous souhaitez également soutenir le podcast, je vous invite à aller faire un tour sur la page Tipeee de Translucide pour y réaliser une contribution unique ou mensuelle, le tout à partir d'€1 seulement. Vous retrouverez bien entendu tous les liens et ressources utiles de cet épisode directement dans la description. Quant à moi, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi ou soirée et vous dis à dans un mois pour un prochain épisode. À tout bientôt!